Les Chevaucheurs du vent par Eric Winstrom. Tome 1. L'héritage d'Eliumangar. Livre 1. L'objet de toutes les convoitises. Chapitre 2. La controverse des mages. Eliumangar venait de rendre son dernier souffle. Pendant des siècles, le puissant monarque avait su inspirer le respect de ses sujets, la crainte de la part d'ennemis redoutables. Après avoir prouvé sa valeur, alors qu'il n'était qu'un jeune héros, il avait reçu des dieux la garde de la clé de la cité secrète, dont nul ne connaissait l'emplacement. Protecteur de la clé, il jouissait de prodigieux pouvoirs magiques qui lui avaient permis de protéger son royaume des souverains rivaux avant d'unifier le continent sous son autorité. Mais depuis 2 ans, il devait lutter contre 2 formidables adversaires qui avaient percé sa mission à jour et désiraient s'emparer de la clé céleste. Le vieux roi avait su déjouer leurs attaques et leurs ruses avec un talent hors du commun. Doté d'une exceptionnelle longévité, il avait combattu pied à pied, conscient du caractère sacré de sa mission, sachant aussi qu'il protégeait celle qu'il avait aimée plus que tout. Héros irréprochable, il n'était honteux que d'une chose, d'avoir été incapable d'aimer sincèrement sa femme. Myrla avait été une bonne épouse, aimante, fidèle, dévouée. Elle l'avait secondée toute sa vie, se dévouant pendant 80 ans au service de cet homme en lequel les dieux avaient placé leur confiance. Peu avant la fin d'une longue vie, elle lui avait donné 3 fils, par la grâce des dieux. Morte peu avant d'avoir atteint l'âge de 100 printemps, Myrla ne lui avait même jamais avoué qu'elle savait, qu'elle connaissait son amour pour celle qu'il vit à jamais au fond des océans. Étendu dans son armure d'or et de pierreries, revêtu de sa longue cape de brocart et paré de sa longue épée de cristal, la haute silhouette d'Eliumangar n'avait rien perdu de sa majesté. Son regard grave était encore ouvert sur le monde, et nul n'avait songé à fermer les paupières de cet être à la destinée exceptionnelle. Sa dépouille, parée de tous les atours de son pouvoir et de sa majesté, gisait dans un splendide cercueil de diamants que faisaient luire les rayons de soleil qui perçaient à travers la voûte d'émeraude. Le monarque reposait dans cette salle du trône où il avait siégé 5 siècles durant, assisté d'un écuyer magique, de la reine Myrla, et surtout de ce conseil des 9, auquel était dévolue maintenant une sorte de régence. Sise au sommet de la plus haute tour du cercle intérieur de la citadelle de corail, l'immense pièce ronde était surmontée d'un dôme d'émeraude, filtrant les rayons du soleil, de la lune et des étoiles d'une manière singulière. Destinée aux audiences royales ou du conseil, la salle du dôme était également un sanctuaire, où les dirigeants du royaume pouvaient se relier plus aisément au grand destin cosmique et entendre les messages des dieux. Des petites chapelles avaient été aménagées en plusieurs endroits de la paroi de la pièce, permettant au roi ou aux mages de méditer ou d'adresser des prières à certaines entités spirituelles. Au centre du cercle, juste sous le faîte du dôme, se trouvait le trône de cristal royal, placé sur un piédestal de corail ambré. Il était entouré de 9 sièges, de formes différentes, qui avaient d'ailleurs varié selon la personnalité de leurs occupants respectifs. Eliumangar croyait davantage en la richesse née d'une diversité dont il assurait personnellement l'harmonie qu'à une esthétique de l'uniformité. Le cadavre royal pesait sourdement sur les discussions. La mort du souverain était encore tenue secrète, et le conseil des 9 mages hésitait encore sur la conduite à tenir. La discussion était animée. Athanor, l'alchimiste de la cour, prétendait pouvoir ressusciter le vieux monarque et s'opposait violemment à ce que l'on désignât un successeur. C'était un homme solidement charpenté, à la barbe noire épaisse et aux sourcils broussailleux.
Ses yeux de jet prenaient une lueur inquiétante. Seul le roi ne redoutait guère ses accès de fureur et ses emportements. Mais Eliumangar n'était plus. L'un des collègues du terrible alchimiste ne se laissait pourtant nullement impressionner. D'un ton égal, avec une indifférence voilant à peine le mépris qu'il éprouvait pour son interlocuteur, Ordanès prit la parole comme avec une pointe de dégoût. La résurrection des morts est une offense faite aux dieux, et notre ordre ne le permettra pas, Athanor. L'alchimiste réagit vivement. Il n'est pas l'heure de tergiverser sur des points de dogmatique, Ordanès. Nous avons besoin des pouvoirs d'Eliumangar. D'ailleurs, l'interdit que tu évoques concerne la magie et non l'alchimie. J'oubliais que ton art, il avait prononcé le mot les lèvres pincées, et une répulsion à peine réprimée, n'était pas de la véritable magie, mais un amusement de profane, de la poudre aux yeux pour les gens du peuple. Je l'ai d'ailleurs toujours dit, et ta présence à ce conseil n'aurait jamais dû être tolérée. L'alchimie était alors un art nouveau, et Athanor en était devenu le premier maître, à l'exception d'Eliumangar lui-même. Le nom même de l'alchimiste royal serait vénéré à travers les âges, et nombreux seraient ses lointains successeurs à vouloir réaliser son grand œuvre. Un jour, il réussirait à unir le feu et l'eau, et il avait déjà fabriqué le four, permettant la digestion, phase finale de la transformation des substances. Ce four qui portera son nom. Mais à cette époque-là, ces pratiques paraissaient douteuses aux yeux des autres mages, en particulier à ceux du clan d'Ordanès, les sorciers de l'aube, qui pratiquaient la magie la plus ancienne de ce monde. Mais Athanor n'était pas homme à se conformer aux traditions, et moins encore à s'humilier devant des hommes comme Ordanès, qui n'avaient fait qu'hériter de leur pouvoir, quand lui avait travaillé sang et eau auprès de son ami, qui venait de s'éteindre aujourd'hui. C'est Eliumangar lui-même qui m'a nommé à ce conseil, car lui reconnaissait toute la valeur de ma science. C'est à mes seuls talents que je dois être ici, et non parce que je descends d'une nichée de jeteurs de sorts à la réputation usurpée. Tu oses insulter mon clan, espèce de... Il suffit, intervint Mérendis. Le grand mage de la cour, dont le visage impassible et la riche robe violette, incrustée de signes lumineux cousus de fil d'or, imposa le respect aux deux rivaux. Il n'est plus temps de se quereller. Notre coutume nous impose de désigner un successeur parmi les 3 fils du roi défunt. S'il n'en laissait rien voir, Mérendis était fort embarrassé d'avoir arbitré entre ses 2 collègues, dont la détestation mutuelle était une source continuelle d'animation au conseil. Entre le noble art des sorciers de l'aube et cette science nouvelle qu'Eliumangar avait promue, il existait en effet une divergence telle qu'elle déchaînait les passions des plus sages. Le grand mage de la cour le savait et ne s'en souciait pas outre mesure. Pour Mérendis, tout ce qui pouvait permettre de conforter l'unité du royaume était le bienvenu. En revanche, une dispute de cette violence entre l'ambassadeur du premier clan magique et un mage de la cour risquait de présenter quelques difficultés d'ordre diplomatique. Si Ordanès s'en ouvrait au seigneur de son clan, le grand mage de la cour devrait présenter les excuses de la monarchie à l'ordre des sorciers et sans doute accepter de nouvelles discussions au sujet de la frontière entre le domaine de ces derniers et celui des chamans des marécages. Mérendis jouait sur du velours au conseil, d'autant que le décès soudain d'Eliumangar affaiblissait le pouvoir de la royauté. Inutile de s'en ouvrir aux 2 autres mages de la cour, l'alchimiste ne se préoccupait que de ses propres sentiments d'amitié pour le roi défunt, et le doyen Mélaniel semblait perdu dans la contemplation de l'invisible et affectait, le plus souvent, un mutisme inébranlable. Eh bien, au nom du clan des sorciers de l'aube, claironna Ordanès, j'avance la candidature du prince Meskener. En tant que fils aîné du roi, il est le gardien de la légitimité de la dynastie. Il a de plus fait bonne figure en maintes occasions à la cour. Cet arrogant, dépourvu de toute consistance, il n'arrive pas au plus petit orteil de son père, répliqua Athanor. Avant qu'Ordanès n'ait eu le temps de contre-attaquer,
Mérindis intervint une nouvelle fois. « Athanor, je te prie de modérer tes paroles. Il s'agit d'un des fils de notre roi et le candidat au trône du clan des sorciers de l'Aube. Qui soutient la candidature du prince Meskener ?» Un mage corpulent au crâne chauve et bombé vers l'avant, à la large barbe rousse bouclée, s'avança, les deux mains sur la large ceinture de cuir marron qui enserrait son ventre proéminent et sa longue tunique noisette. Il se racla la gorge d'un air important afin de ménager son effet, puis s'adressa à Mérindis. Sans vouloir manquer de respect au prince Meskener, la remarque d'Athanor n'est pas dénuée de bon sens. L'alchimiste ne put réprimer un sourire qui lui valut un regard haineux de la part d'Ordanès. Le clan des chamans des marécages se prononce en faveur du prince Eloël. C'est un guerrier courageux qui a prouvé sa valeur au cours de plusieurs batailles déjà. Il a été l'aide de camp de son père, et nous aurons davantage besoin d'un guerrier que d'un courtisan. Un brouhaha que Mérindis renonça à calmer cette fois s'ensuivit. Les deux princes comptaient plusieurs partisans, cependant qu'Athanor campait sur ses positions et voulait qu'on l'autorise à faire revivre le vieux roi. Le grand mage de la cour se dit que la succession d'Eliumangar serait décidément moins simple qu'il ne le pensait. De toute évidence, ce serait l'occasion d'un nouvel affrontement entre le clan des sorciers et celui des chamans. S'ils ne parvenaient pas à arbitrer leurs différends, Mérindis serait contraint de s'adresser au seigneur d'Ordanès et à la mère de Grace qui régnait sur les chamans. Mais ce serait beaucoup moins facile avec eux, dans la mesure où il perdrait d'emblée le prestige que lui conférait son âge et son pouvoir sur les deux ambassadeurs. Peut-être la décision pourrait-elle se prendre au sein du conseil. Les 5 autres membres n'avaient pas encore pris la parole.